Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui aux questions et réponses. Johanna, es-tu là? Oui, oui. J'avais pas mis mon micro, c'est pour ça. Bonjour, bonjour. On va attendre encore 2 ou 3 minutes et puis après, on va commencer. Cool. Moi, je dansais sur la petite musique, tranquillement. J'étais prête. J'adore, c'est tellement beau le saxophone sur la blague. Exactement. Ça va. C'est pas trop raccord avec la météo, ça va. Avec Ben, on a décidé. Alors, bonjour à tout le monde. Si vous avez des caméras, Johanna et moi serons ravis de vous voir. Bonjour. On veut vous Bonjour, voir. Alice, Vilkas, Caroline, tout le monde. Bonjour, Persin. Bonjour. Alors, Johanna et moi, nous sommes très contents de vous voir ici. On va passer un peu de cet après-midi ensemble. Bien content que vous soyez là. Bien content que vous ayez pris le temps d'assister à cette petite session interactive. Bonjour, Philippe. Alors, bonjour à tout le monde. Et bonjour, Johanna. Comment vas-tu? Ah, mais ça y est, je vois tout le monde. J'avais juste pas bien mis mon affichage. Bonjour. Ça y est. Ah, White Cat, Valérie. Trop bien. Il y a plein de monde. Oui, alors tu vois que les gens qui sont sur Zoom. On fait Oui. aussi directement un live stream sur Facebook. Ah, Là, d'accord. bien sûr, tu ne peux pas savoir qui regarde et qui ne regarde pas. Ok. Alors, Johanna, explique-moi comment vas-tu? Ça fait quelque temps qu'on se parlait. Oui, c'est vrai, mais très bien. Écoute, très bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ok, ben, je suis bien content que tu sois là. On va parler, je crois, peut-être bien que tu pourrais nous expliquer, nous faire une petite introduction sur la CETO et quel était ton voyage. Et puis après, on a eu plein de questions déjà avant par email et par texte. Alors, on va Ouais, essayer de les répondre. ouais, Mais j'en d'abord, ai eu. Johanna, explique-nous un petit peu comment ça se fait que tu es. Aujourd'hui, tu es le star CETO, hein, mais comment ça se fait? Bon, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai eu une partie de vos questions et il y en avait plein d'intéressantes. Et du coup, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition il y a une dizaine d'années où j'ai fait surtout du coaching paléo. Et c'est il y a 6 ans, 5-6 ans que je suis arrivée naturellement au cétogène parce que c'est vraiment dans le prolongement, parce qu'en fait, le paléo, ça va pas assez loin pour régler certains problèmes métaboliques et on loupe une partie des choses, on loupe une partie des... En fait, le paléo, dans le fond, c'est du low carb, pas très cadré. Et donc, ça fait que finalement, ça fait presque 10 ans que je fais plutôt du low carb et 6 ans que je fais vraiment quelque chose de cétogène. Et puis que par passion et pour rendre une partie de tout ce que ça m'a apporté, j'ai voulu faire ma chaîne, j'ai voulu faire mon site internet et puis j'ai commencé à faire du coaching et ça a fait boule de neige et ça m'amène à ce live avec vous. Formidable. Et là, tu as aussi écrit un livre, explique-moi. Oh. Oui, ben, du coup, l'année dernière, on a sorti avec les éditions Calliopeia et puis avec Nora, une amie, ce livre Révolution cétogène qui vient, je pense, combler. Je suis obligée, je vais pas faire des langues de bois. Je pense qu'il y a beaucoup de livres en français sur le cétogène qui existent aujourd'hui pour juste donner des recettes aux gens. Et c'est déjà bien, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui prenait vraiment le temps d'expliquer comment ça marche le métabolisme et qui prenait le temps d'expliquer en fait comment ça marche la phase d'adaptation et pourquoi c'est si difficile. Pourquoi dans les livres
On vous dit que en 72 heures, on est en cétose, tout va bien, on perd du poids, alors qu'en réel, dans les faits, et moi je le vois tout le temps en coaching, bah, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des gens pour qui c'est facile, il y a des gens pour qui ça l'est moins. Et si on ne comprend pas comment ça marche dans le détail, bah, c'est plus dur. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Moi, je trouve que le livre est phénoménal. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. De toute façon, après cette question-réponse, on va vous envoyer un lien avec le recording d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et puis aussi, il y aura un lien si jamais vous intéressez. De toute façon, moi, c'est mon Bible. Je le trouve génial. Ouais, non, mais vraiment, je trouve que ça fait plaisir de lire. Et en même temps, c'est plein d'infos, plein d'infos assez bien. C'est très bien fait. Alors, vraiment, bravo. Parlons un peu des questions. Je t'en ai envoyé déjà quelques-uns avant le webinaire d'aujourd'hui. Et je ne sais pas avec lequel on va commencer, mais là, j'ai une question. Quelle est, selon vous, la manière la plus simple et concise d'expliquer notre façon de manger à nos proches, famille, amis, connaissances? Non, mais c'est vrai parce qu'en fait… C'est une question qui… Maurice, ouais. tu peux… alors, attends. Mettre ton micro, peut-être. Mets ton micro, s'il te plaît. C'est bon. Alors, on t'écoute, Maurice. D'accord. Alors, tu peux bien poser ta question, s'il te plaît? Oui, donc je demandais en fait, selon vous, quelle était la façon la plus simple d'expliquer à son entourage, donc que ce soit la famille, les amis, voilà, d'expliquer un peu notre façon de manger et de vivre, j'ai envie de dire, sans que, voilà, sans qu'on ça parte, on va dire, dans des réflexions négatives, où on soit un peu dans la justification. Donc, je ne sais pas si vous aviez un peu des façons un peu clés de répondre, on va dire. Ouais, moi, je trouve que c'est une hyper bonne question parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à penser que leur façon de manger occidentale, c'est la norme et que c'est intuitif. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ça, c'est une diète. Déjà, c'est une diète, c'est la diète occidentale et elle a ses règles aussi. Elle limite le gras, elle limite… Enfin, et en fait, dans ce contexte, ils se disent « Ah, le cétogène, c'est une diète, c'est restrictif. » Mais en fait, tout le monde a une diète. Donc déjà, moi, je pense qu'il faut toujours commencer par rappeler aux gens que ce qu'ils font, c'est pas manger un peu de tout comme ils veulent, c'est déjà une diète. C'est une diète qui privilégie les glucides, c'est une diète qui rationne le gras, c'est une diète. C'est une diète. Après, j'avais fait une vidéo que j'avais appelée comment le cétogène, comment ça marche en quelques mots, pour justement essayer de donner aux gens qui ne savent pas par quel bout le prendre une idée. Et pour moi, en fait, le truc le plus simple, c'est d'essayer de leur dire, voilà, le régime cétogène ou l'alimentation cétogène, comme vous voulez l'appeler, c'est quelque chose qui ne vise pas en premier à perdre du poids, c'est quelque chose qui vise à changer de métabolisme. En diète occidentale, il faut leur rappeler, ton métabolisme en diète occidentale, il marche avec le sucre. Et ce que tu vises quand tu es en régime cétogène, c'est que ton métabolisme, il change et qu'il commence à marcher avec du gras. Et c'est ça qu'on appelle la cétose, et c'est pour ça que ça s'appelle régime cétogène. Et si tu as envie, tu peux leur dire, alors oui, tu peux parler des cétones. C'est pas toujours utile de rentrer dans le détail, mais ça dépend du temps que tu as et de la personne à combien elle a envie de t'écouter. Parce que des fois, les gens ils posent la question, puis en vrai, ils n'ont pas envie d'entendre. Et donc après, bah, tu peux leur expliquer que c'est pas un truc bizarre, la cétose, c'est un mécanisme, tout le monde naît avec, ça a été un mécanisme de survie de l'espèce, et être en cétose, bah, c'était ce qui était la norme pour nos ancêtres du paléolithique en fait. La norme, c'était pas les glucides, la norme, c'était le gras, la norme, c'était le jeûne, la norme, c'était la cétose. Et même si aujourd'hui, ça a changé et que c'est plus comme ça, et ben en fait, notre corps, il a encore des tas de bienfaits à retirer d'être dans cet état métabolique. Et après, bah, si la personne est intéressée, tu peux lui dire, pour retrouver cet état, on ne peut pas le faire en mangeant des glucides, c'est impossible, parce que nos ancêtres n'en avaient pas. Donc, on est obligé de manger comme ci, comme ça, on mange du gras, on ne mange pas trop de protéines et on ne mange plus de glucides.
Et là, si la personne elle a envie, tu peux rentrer dans les détails du truc. Et peut-être qu'elle n'aura pas envie, mais il faut vraiment commencer par en fait, ce que je vise, c'est pas de maigrir. Ce que je vise, c'est de changer de métabolisme. Et si je change de métabolisme, je vais avoir des bienfaits qui sont liés à la cétose, la digestion, peut-être la perte de poids, la disparition de l'inflammation, la disparition des maladies, le fonctionnement du cerveau. Et si elle veut, tu lui dis voilà comment je mange, machin. Est-ce que ça répond à peu près? Oui, oui, non, si, très bien. Est-ce que tu reçois beaucoup de criticisme ou de choses, des gens qui disent ah non, c'est pas bon, quelque chose pareil? Oui, alors notamment ma maman, qui en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui en plus ne mange pas, on va dire, même correctement. Enfin bref. Donc voilà, qui, on va dire, qui ne s'y connaît pas du tout sur le sujet et qui, du coup, comme ce n'est pas, on va dire, ce que les autorités, enfin, ce que l'OMS, enfin, ce que on entend dans les grandes recommandations, ça change un peu de ce qu'on nous dit tous les jours, 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc voilà, pour elle, c'est bizarre, c'est pas normal, c'est tout ce qu'on Mais oui, mais c'est ce qu'on disait au départ, c'est une question de norme parce qu'elle pense que sa façon de s'alimenter, c'est pas une diète, c'est je mange un peu de tout comme j'ai envie, ce qu'il faut. Et oui, mais du coup, toujours les mamans, ils ont toujours peur, les mamans, qu'on ne mange pas assez. C'est ça. Qu'on se prive. En même temps, s'ils voient leurs enfants et s'ils voient qu'ils vont bien, et c'est clair que ça te va bien, alors ça, c'est la meilleure épreuve que tout se passe bien et qu'en fait, ta mère, tes parents, ta famille n'a pas à s'inquiéter, parce que c'est un peu ça. Surtout, c'est de la famille. Ah, tu manges pas bien. Oui, mais ça. là, le risque. Faites bouger les artères. Mais c'est pour ça que j'ai posté l'article sur mon blog. J'ai posté un article sur comment analyser et comprendre son analyse cholestérol et cétose sanguin, parce que ça, c'est un truc irréfutable. Si vous pouvez expliquer aux gens comment ça se fait qu'avec ma diète qui me bouche les artères, je suis en train d'améliorer mes taux sanguins sur tous les points de vue. Si ça, les gens veulent bien le regarder en face, c'est la meilleure preuve. C'est pas le poids, c'est pas. Alors le poids, c'est un truc bien. Les gens, ils vont voir que sur le long terme, bah oui, votre santé elle s'améliore, votre peau elle s'améliore, plein de trucs s'améliorent, mais l'analyse de sang, c'est quand même irréfutable. Là, je ne sais pas si tu vois le commentaire, Johanna, mais il y a un commentaire de Caroline. Depuis que mon endocrinologue a validé ma diète cétogène, ça me donne un argument choc pour mes proches. Ah, génial. Franchement, génial. Caroline, tu veux nous expliquer ce qui t'est passé? Je vais mettre mon micro, ce sera plus simple. Bonjour à tous. Oui, en fait, donc, je suis suivie par un endocrinologue tous les 6 mois. Et pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, c'est que la dernière fois que j'ai été le voir, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Je dis, bon, là, toute paniquée. Je dis, j'ai juste commencé un régime, quoi. Donc, je lui expliquais avec ma diète cétogène et tout ça. Et effectivement, tous mes chiffres étaient au vert, quoi. Donc, à l'époque, j'avais beaucoup de cholestérol LDL, je pense. Ça a chuté. Enfin, tous les mauvais indicateurs ont chuté au niveau hépatique et tout est dans le vert. Donc, mon poids, j'ai maigri aussi. Donc, voilà. Il m'a dit, en conclusion, je ne vois aucune contre-indication à ce que vous suiviez, à continuer ce régime. Donc, voilà. Depuis, je le dis à tout le monde. Ça me donne un argument au choc. Voilà. En plus, les endocrinos, c'est les seuls dans notre système médical français, je ne sais pas comment ça dire, mais les endocrinos, c'est les seuls en France dans le cursus médical qui ont vraiment des notions de métabolisme. Et donc, et puis en plus, voilà, ils vont voir dans les hormones et tout, c'est un peu plus précis. Donc, je pense que si l'endocrino valide, c'est encore plus solide que les autres. C'est ce que j'ai pensé, oui, effectivement. Donc, voilà. Mais c'est en suivant tes conseils, hein, Johan. Caroline, est-ce que tu as d'autres questions pour Johanna ou moi? Oui, j'en avais posé une hier par email. Bon, pour le moment, j'ai des gros questionnements sur les prises de protéines quotidiennes. Je me suis limité assez fort en protéines jusqu'à présent. Donc, j'essaie de ne pas dépasser les 50 grammes par jour. Et bon, maintenant, c'est sans doute rien à voir, mais j'ai commencé à perdre des cheveux assez fort. Donc, je me suis un petit peu inquiété de ça. J'ai recherché un petit peu tout azimut.
Bon, peu importe, ça c'est mon problème. Je suis tombé sur pas mal d'articles anglophones qui parlaient qu'il ne fallait pas se soucier outre mesure de la prise de protéines quotidiennes en régime cétogène, car ça, au niveau du métabolisme, ce n'est pas géré du tout de la même façon que des glucides purs. Dans ces articles-là, ben, il parlait de l'hormone insuline, qui était évidemment appelée, je vais dire ça comme ça, par la prise de protéines, mais aussi, et c'est là la différence par rapport aux glucides, c'est qu'il parlait de l'hormone glucagon qui restait aussi active en même temps. Donc, c'est ce que j'ai lu. Et la conclusion de ces articles-là, ben, c'était qu'il ne fallait pas trop se soucier de la prise de protéines jusqu'à une certaine mesure, dans le cadre où les personnes sont enfin, sont sensibles à l'insuline. Quoi. Donc, voilà. Mais Donc, ma question est, moi, j'ai une première question. Pourquoi tu t'es limité à 50? Qu'est-ce qui t'est dit, qui a fait que bah, tu t'es dit, tiens, je dépasse pas 50? bah, ton article, Joanne, Non, moi, dans, j'ai jamais dit à personne de pas dépasser 50. Hein. bah, il me semble aussi, enfin, ou alors j'ai peut-être mal Non, lu, mais dans ton non. blog, tu parlais de ça, qu'il fallait pas dépasser les 20 grammes de protéines par repas et au Ah, mais c'est très maximum 5. différent. C'est très différent. Parce que par exemple, tu prends 3 repas plus un snacking, par exemple, tu peux te Oui, retrouver du coup quelque part autour de entre 60 et 75, pas à 50. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, C'est ouais. pour ça que, je sais pas, alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Excuse-moi, Ben, si tu voulais dire quelque chose, je vais sauter sur le sujet, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, mais il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. La chute de cheveux, pour moi, c'est un signe de thyroïde qui ne fonctionne pas de manière optimale. Et même si tes analyses, elles te disent que ta TSH, tes T3, tes T4, ils sont bien, il peut quand même, malgré ça, y avoir un problème de fonctionnement de la thyroïde, pas d'hormones de thyroïde. Les cheveux qui tombent, D'accord. souvent, c'est vraiment lié à ça. C'est vrai que parfois, on va te dire, il faut, à raison, il ne faut pas manquer de protéines parce que par voie de conséquence, tu vas manquer des nutriments qui sont dans les parties grasses de la viande et qui nourrissent ta thyroïde. Et puis parce qu'il D'accord. ne faut pas non plus faire trop bas en protéines. La quantité, mais ça c'est vraiment à part. Mais si on veut parler du sujet de la protéine, moi en coaching, c'est le truc qui me prend le plus de temps. C'est-à-dire, j'ai une personne en face de moi et moi je ne suis personne pour dire, toi tu as besoin de temps. Par contre, avec tout ce qu'elle me dit, son poids de forme, sa taille, sa sensibilité à l'insuline, sa masse musculaire, son activité sportive, son sommeil, son mode de vie, par rapport à tout ça, que je vais essayer de prendre en compte, je vais essayer de déterminer une quantité de protéines qui serait idéale pour elle, mais c'est une estimation de ma part. Et ensuite, je lui propose et je l'incite à expérimenter avec ce dosage, c'est-à-dire le prendre, voir ce que ça donne avec ses chiffres, ses taux, augmenter un peu si elle a besoin, voir ce que ça donne avec ses chiffres, ses taux, diminuer un peu si elle a besoin, tu vois. Mais je pense que la vraie difficulté, c'est justement de ne pas aller trop bas, parce que sinon, c'est embêtant pour tout ton métabolisme, et pas non plus aller trop haut, parce que contrairement à ces articles anglophones, moi, je pense que déconner sur les protéines, ça amoindrit ta qualité d'adaptation. Parce que même si ce n'est pas des glucides, le corps il brûle les carburants dans un certain ordre qu'on appelle les priorités oxydatives. Donc, si tu as un surplus de protéines dans le sang qui se convertit en glucose, c'est pas grave, ça va être brûlé. Mais tu vas mettre un tout petit peu plus de temps à repasser sur le gras et tu auras un peu plus de temps. Donc, en soi, ça n'est pas grave. Mais dans les faits, si tu veux optimiser ton adaptation, c'est mieux d'avoir un dosage de protéines optimal. Mais 50, ça me paraît bas, même si je ne te connais pas, mais moi je suis petite et pas très sportive et je trouve que 50, c'est bas. Oui, bah, je fais 1m60 et pas très sportif non plus, en télétravail presque constant, donc oui. D'accord, bah oui, donc je vais continuer dans ce sens-là. Hein. Donc récemment, Ça bah, veut dire que j'ai augmenté mes protéines un petit peu. Hein. tu peux continuer à rester tu vois, 20 par repas, c'est une bonne zone, mais il faut éviter de jeûner parce que si tu fais du jeûne intermittent ou des trucs comme ça trop souvent, tu te retrouves souvent à avoir que 2 repas ou même un. Et sur ce repas-là, c'est chiant parce que du coup, ben, tu vois, tes protéines vont de facto se retrouver basses. Et si tu as si t'as une petite faiblesse de thyroïde, c'est pas bon. D'accord, oui. Ouais, c'est sans doute ça que j'ai alors. Hein.
Donc, Est-ce que, oui. Johanna, on entend souvent 2 grammes par kilo de poids de la personne ou 3 grammes de kilo de... Est-ce que ça, c'est une bonne indication ou c'est plutôt pas utilisé? C'est plutôt entre 0,7 et 1. Ah oui, d'accord. Je pense que 2, c'est pour les pounds, mais en kilos, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. D'accord. Ok. Merci pour ta réponse. En tout cas, merci pour vos réponses. Mais c'est un truc que tout le Autre monde question. pose, hein. Non, je t'écoute. Non, je veux dire, c'est vraiment une question qui est hyper fréquente, que tout le monde se pose et qu'à chaque fois qu'il y a un coaching, eh ben, il faut redire parce que c'est compliqué. Donc, c'est normal que ça vous fasse de la confusion à tous, quoi. Ben oui, ouais, je comprends. C'est évidemment les quantités sont adaptées en fonction des personnes, etc. Oui, Et on entend beaucoup de sons de cloche différents. Hein. Donc, si vous allez sur Instagram, vous allez voir des assiettes avec des entrecôtes qui débordent du truc. Non, c'est pas le but, hein. Il y a tout. L'excès nuit en tout, hein, comme on dit. Oui, d'accord, ok. Oui, est-ce vrai alors, du coup, que le métabolisme ne le gère différemment? C'est-à-dire qu'il a une réponse insulinique et glucagonique, je ne sais pas si on dit ça comme ça, par rapport à des glucides qui, lui, juste déclenchent l'insuline? C'est correct? C'est juste que, en fait, dans une moindre mesure, enfin, tout est dans une moindre mesure. Quand il y a de l'insuline avec des glucides, il y en a beaucoup, il y en a longtemps, ça met du temps à redescendre, et donc tout le fonctionnement avec le glucagon est plus lent. Alors qu'avec une surconsommation de protéines, surconsommation à entendre par rapport à ce que votre corps est capable d'absorber, c'est très petit en comparaison. Donc le phénomène est le même, mais il advient dans des proportions très différentes. D'accord, ok. Merci Caroline. Une question encore pour toi, Johan. On entend de temps en temps des gens qui, au début, perdent un peu des cheveux. Est-ce que les électrolytes, ça a quelque chose à faire avec ça ou je pense que les électrolytes, les minéraux, c'est tellement important, c'est la base, c'est la clé, c'est le truc que tout le monde néglige et qui est hyper important. Mais je dirais pas que c'est... je pense pas à ça quand je pense à la chute de cheveux. Moi, quand j'entends chute de cheveux, je pense direct thyroïde. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau thyroïde pour l'activer ou... Il faut être hyper vigilant si on pense qu'on a de l'hypothyroïdie ou même de l'hyperthyroïdie, et souvent en plus on a les deux en alternance. Il faut éviter de faire du jeûne intermittent, il faut vraiment être patient, dormir, réguler sa glycémie, dormir encore, enfin, travailler sa qualité de sommeil, travailler sur son stress, réguler sa glycémie, manger du foie, prendre du magnésium et faire hyper attention à la densité nutritionnelle de ce que vous prenez. Pas juste... J'adore ce conseil, dormir, que c'est bon. Mais les gens qui ont des problèmes de thyroïde, c'est des gens très fatigués, très stressés et qui n'ont pas une qualité de sommeil de ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si on parle d'adaptation au céto, on parle souvent du keto flu. Est-ce que tu peux nous enseigner un petit peu qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe et qu'est-ce que tu conseilles? C'est vrai que, alors en fait, la plupart des gens naissent avec la capacité d'être en cétose, mais oublient cette capacité immédiatement, puisque dans notre société, on mange que les glucides. Et que notre corps, il va plus en cétose, alors qu'avant, il y allait tout le temps. Pour les plus chanceux d'entre nous, quand on n'a pas trop mangé le soir et qu'on mange tard le matin, des fois, on a une toute petite cétose, mais voilà. Dans notre société, on n'y va plus. Donc, notre métabolisme, il oublie complètement comment on fait pour fonctionner avec du gras, fonctionner avec des cétones. Et le jour où on veut s'y mettre, donc 30, 40, 50, 60 ans après, comment dire, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est normal. Ça fait des tas d'années qu'on fonctionne, le métabolisme fonctionne avec le sucre. On voudrait que du jour au lendemain,
ça marche avec le gras. Ben non, il y a une petite période où c'est compliqué. C'est juste parce que vous avez arrêté de manger des glucides, votre corps il n'a pas encore commencé à vous donner des cétones ou il ne sait pas quoi faire du gras, il ne sait pas quoi faire de tout ça. Donc il y a une sorte de crise énergétique qui fait qu'on n'est pas très bien. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des nausées, on peut être très 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 fatigué, on peut avoir plein de trucs. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est ce qu'on pense jamais à faire quand on débute parce qu'on ne sait pas, c'est de faire attention aux électrolytes. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est boire énormément, prendre plein de magnésium, prendre du sel et faire attention à manger des trucs qui contiennent du potassium. Le reste, c'est pas vraiment sous votre contrôle à quelle vitesse ça va aller, mais se reposer, boire beaucoup et prendre des électrolytes, ça, vous pouvez le faire et ça va énormément faciliter la tâche. Et c'est valable aussi quand on sort de cétose, parce qu'on a fait un cheat meal ou parce que, voilà, et qu'on va revenir. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a, Philippe, tu as mis quelques commentaires? Est-ce que tu as des questions à poser? Il faut mettre ton micro. Oh, voilà. Oui, ben, j'ai des commentaires à chaque commentaire. Moi, mon médecin, il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, tu vas voir ce qui va se passer, tu vas voir tes triglycérides, tu vas voir Triglycérides maintenant. ton cholestérol, tu vas voir ton cholestérol. Et quand je lui ai fait voir les analyses où mon cholestérol le mauvais avait baissé, que mon triglycéride que la moyenne, etc. Bon, il a dit, écoute, moi je comprends rien, de toute façon, je ne suis pas spécialiste. Voilà, il a laissé tomber. De quoi on a parlé après? Oui, ben, je ne sais pas, c'est à quel sujet? Ah oui, la diète cétogène, ben, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas, parce que ça fait 4 ans que j'ai commencé. Je ne suis pas un chanceux parce que dès que je suis au-dessus de 20 grammes de glucides par jour, paf, ça y est, je sors de ma zone de cétonémie idéale, c'est d'ailleurs les chiffres indiqués par Johan, c'est-à-dire plus de 1,3, je ne sais plus quelle unité, entre 1,3 et 3, je crois, ou entre 1,3 et 4. Et puis pour la glycémie, entre 60 et 80, c'est ça, Johan? Oui, glycémie entre 60 et 80 mg par décilitre, je crois. Voilà. Ouais. Et puis pour la cétonémie, moi, je préfère qu'on vise plutôt 1,5, 1,7 et 3. Entre 1,5 et 3. Un peu plus exigeant, quoi. Ouais. Donc, ça marche à peu près tout le temps. Bah, c'est bien. Mais vraiment, c'est sévère, hein, moins de 20 grammes. Moi aussi, je suis comme ça, je suis comme toi. Je sais pas, j'ai lu le bouquin d'un Américain, là. Mais oui, mais c'est des gens qui disent n'importe quoi. Mais oui, mais ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, ils ne connaissent pas notre souffrance quand on passe devant une pizzeria. Bon, alors, moi, j'avais une question que j'ai envoyée par écrit qui concernait une conférence et un article du docteur Schwartz. Est-ce que tu es au courant? Récent. Parce que le docteur Schwartz, il a toujours été il a soutenu le régime cétogène. Et puis récemment, en l'an 2000, il a produit un article comme quoi le régime cétogène, c'était risqué. Mais alors, il n'y avait pas de preuve, hein, c'était quand même qu'une hypothèse. Parce que au bout d'un certain temps, l'organisme s'adapte et les cellules cancéreuses sont capables d'assimiler les cétones. Est-ce que ça vous dit quelque chose à ceux qui sont au courant? Alors, moi, je n'ai pas fini de chercher. Hein, ce que j'ai constaté, c'est que cet article n'était jamais cité. Donc, pour un scientifique, ça pose des questions parce qu'un article qui a de la valeur, il est cité. Et puis, je ne sais pas du tout s'il a continué ses investigations. Est-ce que tu as une réponse? D'abord, est-ce que tu as une réponse? Parce que ça remet en cause… En fait, moi, alors effectivement, ça n'a pas trop été cité parce qu'il n'est pas back-upé par beaucoup d'études. Hein, donc, bon. Mais, oui, c'est ça, oui. Donc déjà, c'est un problème. Le truc, c'est que des personnes qui suivent une diète cétogène sur le long terme, il y en a guère. C'est bien pour ça que des études
qui serait solide pour dire pop, 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 non, au bout de 10 ans, les cellules s'adaptent, bah, il n'y en a pas. Maintenant, moi, ce que j'en pense, faut bien se comprendre que les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui ont, par nature, un dysfonctionnement mitochondrial. Donc, elles ont beaucoup de mal à consommer du gras ou des cétones, elles ne peuvent consommer que du sucre, et elles ont 8 à 10 fois plus de récepteurs d'insuline que des cellules normales. Donc, par ces deux faits, elles peuvent très difficilement survivre à une diète cétogène, et par contre, elles s'épanouissent avec du sucre, parce que tu leur donnes du sucre, il y a de la fermentation, c'est parfait. Tu leur donnes du sucre, elles peuvent, sans avoir de mitochondries, le consommer, par fermentation justement. En plus, elles ont plein de récepteurs d'insuline, donc elles grossissent et se multiplient. En diète cétogène, on t'explique que parce qu'il y a ce dysfonctionnement mitochondrial, elles ne pourront pas utiliser les cétones et le gras. Et en plus, avec une diète cétogène, tu diminues tellement l'insuline que tu places la cellule dans une position où elle ne peut pas fleurir. Alors, si on arrivait à prouver qu'elle pourrait, par adaptation, au bout d'un moment, par exemple, il se peut qu'ils aient fait des tests en boîte de pétri, par exemple. Non, il a fait sur les souris en mettant du glucose radioactif et des cétones radioactives. Ce que je veux dire, c'est que c'est forcément, si c'est possible, c'est forcément possible dans une énorme moindre mesure. Ça voudrait dire que s'il y en avait une, enfin, je veux dire que dans tous les cas, il vaudrait toujours mieux prendre la solution de la diète cétogène que de la diète occidentale et de ce glucides. Parce que par nature et par fonctionnement, même s'il y avait de l'adaptation possible, elle serait bien moindre. Tu vois? Voilà ce que j'en pense. Dans le flux d'énergie, c'est ça? Ah oui. Bien moindre, il y aurait bien moins de cétones assimilées que de glucides assimilés par fermentation. Il y aurait exactement moins d'énergie et en plus, il faut bien penser au facteur d'insuline qui est hyper important parce que l'insuline, c'est l'hormone qui fait grossir, qui fait rentrer les nutriments et grossir la cellule. Donc, s'il n'y a pas ça, la possibilité de démultiplication des cellules qu'il y a avec le problème du cancer n'a pas lieu d'être, tu vois. Oui, bon, on ne va peut-être pas casser les pieds à ceux qui ne s'intéressent pas, mais je vais approfondir, je vais essayer de comprendre. Je pense que ça l'article de base là, que j'ai cité, là, dont j'ai donné la référence, d'abord il est en anglais et puis ensuite c'est au niveau biochimique, ça me dépasse complètement, je peux pas suivre. Philippe, j'ai mis dans le chat le nom d'un professeur Dr. Thomas Seyfried de Harvard, qui est un biologiste qui a fait beaucoup de recherches au niveau de céto comme thérapie métabolique et surtout sur le cancer. Tu vas trouver ça si tu ne le connais pas, tu vas trouver ça très intéressant. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Tu m'as répondu à mon message. Je l'ai mis dans le chat puis je vais vous envoyer le lien après ce webinaire aussi. Mais lui, c'est un professeur biologie et puis il a fait beaucoup de recherches au niveau des cellules. Et exactement ce que Johanna a dit, que les cellules cancéreuses sont des cellules avec des mitochondries défectueuses qui ne peuvent pratiquement pas vivre sur l'énergie cétogène, sur les cétones, mais que sur la glycémie. Oui, d'accord. C'est récent cet article? Il fait beaucoup d'articles, des vidéos, etc. Moi, j'ai assisté il y avait 2 ans, on a une grande conférence européenne en Suisse au niveau de céto comme thérapie métabologique. Parce qu'en fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui commencent le céto, un régime cétogène ou une reset cétogène parce qu'ils veulent perdre le poids. Mais en fait, ce qui est très intéressant au niveau d'inflammation, au niveau de diabète, au niveau de cancer, au niveau de fonction du cerveau, etc., il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et surtout, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent. Si c'est seulement pour en faire
reset de quelques mois, de 3 mois, et à vraiment vivre et connaître leur vie et leur corps, ce que ça donne, parce que ça a beaucoup d'avantages de faire. Et moi, j'ai assisté à une présentation de ce Dr. Thomas Seyfried, et puis il est très, très doué. Moi, j'étais très impressionné de toute sa recherche. Ah bah ouais, si tu Excusez-moi, tout le monde, je suis hollandais, mais en français, de temps en temps, je m'excuse si je fais des petites erreurs. Non, il est bien ton français. On est d'accord, non? Il est bien ce français. Si nous, les Français, on était capables de parler moitié aussi bien anglais ou d'autres langues, on pourrait se permettre de dire quoi que ce soit. J'ai encore une question, là, je peux la poser. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait pour intervenir. Je n'ai pas trouvé l'endroit où on lève la main. J'ai vu que Will... Tu fais comme ça, et puis c'est clair. Ah, ça suffit. Bien sûr. Bon, j'ai des chutes de tension à la fin du repas. Alors, je vois tout de suite mon médecin traitant qui va dire c'est normal, tu es en hypoglycémie. Je voulais demander à Johan et puis à toi, Ben, vous avez d'autres cas de patients, je les appelle comme ça, de copains, je ne sais pas, qui suivent le régime cétogène. Mais les gens qui ont des chutes de tension, souvent en coaching, ils me disent je fais des hypoglycémies. Mais ils confondent complètement leurs symptômes. En fait, je pense que tu dois, pas forcément au niveau du repas, mais est-ce que tu prends du sel additionnel, Philippe? Est-ce que tu en prends assez? Oui, j'en prends assez. Oui, c'est-à-dire combien tu prends? Déjà, je prends 5 grammes de bicarbonate de soude tous les soirs. Non, moi je te parle de sodium. Ben, le sel, oui, j'en mets pas mal, mon alimentation. Je n'ai pas mesuré, je pense 15 grammes. Je te parle de sel additionnel, c'est-à-dire hors repas. 5 grammes alors. Mais c'est du bicarbonate de soude ce que tu prends, c'est pas du sel. Voilà. Oui, ben ça fait pas mal de sel. Ben, c'est ça ton problème, hein, je pense. Tu crois que je suis sûre. Pas assez salé? Je suis sûre. Moi, tous les gens, ils arrivent en coaching en disant oui, je prends du sel, je sale bien mes plats. Et ils ont tous les symptômes et les emmerdements des gens qui ne prennent pas assez de sel. Tu viens de dire que tu étais en dessous de 20 grammes de glucides, donc tu es dans le cas d'un métabolisme qui ne peut pas fonctionner correctement et sur qui ça va créer une imbalance d'électrolytes, de magnésium, sodium, potassium et d'autres. Si tu ne prends pas au moins une fois dans la journée un petit peu de sel, une demi-cuillère à café, une cuillère à café, et tout le monde devrait faire gaffe à ça. Bien saler sa nourriture, ça suffit pour personne qui est en dessous de 20 grammes. Sauf si vous avez un dysfonctionnement rénal et que vous ne pouvez pas monter le sel sans que ça crée d'autres problèmes. Mais si vous n'avez pas de dysfonctionnement rénal, en fait, vous ne pouvez pas faire... Combien tu conseilles de grammes par jour? Combien tu conseilles de grammes par jour additionnels de sel, NaCl? Alors, ce que tu vas trouver dans les livres, c'est que pour une personne qui est en dessous de 20 grammes de glucides, il faudrait être à 15-16 grammes de sel, je parle de sel, par jour, pour être à 7-8 grammes de sodium par jour. Donc moi, ce que je te conseille de faire, parce qu'on n'est pas tous pareils, et je vous conseille à tous de le faire si vous n'avez pas déjà fait l'expérience, c'est hyper intéressant, vous pesez 15 grammes de sel sur une petite balance, et vous regardez au long de la journée ce que vous arrivez à utiliser dans vos plats. Et vous allez voir qu'en fait, vous n'arrivez même pas à la moitié. Et c'est pas grave, il y a des gens qui n'ont pas besoin de 15 grammes, mais c'est intéressant juste pour se rendre compte. Ah, je croyais que je salais beaucoup. Ben, en fait, non, j'ai même pas utilisé un quart de ma dose. Donc, faites l'expérience et faites-la si vous ne l'avez jamais fait, c'est hyper intéressant. D'accord. Mais je fais quand même doser mon sodium, parce que comme j'ai de multiples affections, j'ai des analyses tous les 1 mois et demi, et le sodium est tout à fait normal, il est toujours dans la fourchette. Donc, oui, c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas. Bon, le sodium est en fait, le problème dans les analyses, c'est qu'on va vous analyser le sodium, le magnésium, le potassium sanguin. Sauf que ce qui vous intéresse à vous, c'est le magnésium, sodium, potassium intracellulaire. Et c'est celui-là que je veux
Et malheureusement, ce n'est pas celui-là qu'on vous donne. Donc, c'est bien le sanguin pour certaines choses, mais pour ce qui nous intéresse là, au fonctionnement mitochondrial, ça ne suffit pas. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est marqué sur votre analyse de sang. Bon, je vais y faire, comme diraient les Savoyards, qui mettent des Y partout. Je vais y faire pour arriver à 15 grammes par jour de sel. Pas forcément 15, mais au moins augmente. À peu près, quoi. Au moins augmente. Voilà. Bien, merci. Ok, merci Philippe. Steph, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Juste une petite question, parce qu'elle est peut-être toujours sur le sel. En fait, quand on fait beaucoup de rétention d'eau, il y a des maladies qui nécessitent de ne pas consommer de sel. Il est vraiment très important dans l'alimentation cétogène. Bah, si tu as des maladies où tu ne peux pas, c'est compliqué. Il faut jouer du coup avec les autres. Il faut jouer avec le magnésium et le potassium un peu plus. C'est une vraie difficulté. Il y a des gens qui ont de la tension, par exemple. Il y a des gens qui ont un dysfonctionnement rénal. Il y a des gens pour qui, dès qu'ils prennent du sel, ils gonflent et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est plus difficile à manipuler. Il faut essayer d'augmenter, mais vraiment petit à petit et à tomber. Et surtout, essayer de surveiller les deux autres, du coup, le magnésium et le potassium. D'accord. Merci, Joanne. Je crois en général, pour tout le monde, c'est important de se réaliser que chaque corps, chaque personne est différent. C'est-à-dire, bien sûr, on peut dire, OK, est-ce que tel et tel niveau pour moi, c'est bon ou pas bon? Il n'y a pas de niveau absolu. Ouais. Alors, ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi ou pour les autres. C'est-à-dire, ce sont toujours des indications et j'aime beaucoup ce que tu dis, Johanna, qu'il faut toujours soi-même un peu expérimenter pour regarder comment réagit mon corps, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des valeurs de cholestérol, des valeurs de ça qui sortent et tout d'un coup, tout le monde, et vraiment tout le monde doit obtenir ce niveau de tension, de cholestérol et quoi que ce soit, tandis que tous nos corps, toutes nos activités, c'est différent. Moi, je sais pour moi que, comme je fais pas mal de sport, que je prends plus de protéines que Johan a dit. Et puis moi, je ne pourrais pas vivre sur 1 gramme de protéines à la journée. Tandis que pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être complètement différent. Et c'est là où, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Johanna, parce qu'elle aussi, elle dit toujours, OK, ça, c'est un peu la direction dans laquelle que vous devez regarder, mais après, il faut expérimenter, il faut vraiment essayer qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et s'il vous plaît, ne jamais prendre un niveau, un chiffre absolu en disant ça, c'est pour tout le monde. Parce que heureusement, nous sommes tous différents. Ou une assiette Instagram. Je dis ça, je dis rien. Bildcast. Ouais. Catherine, c'est ça? Oui, c'est ça, Catherine. Bonjour. Bonjour. Salut. Je voulais réagir en fait sur le sodium parce que ça m'a fait penser à ce que tu dis, Joanne, sur la cétonémie. Donc, j'ai marqué un petit peu dans le chat parce que je viens de lire un article et si je l'ai bien compris, le fait d'avoir un niveau de sodium sanguin, ça ne veut pas dire que le niveau intracellulaire est correct, vu que au niveau intracellulaire, le sodium peut être réquisitionné pour aller dans le sang, ce qui fait qu'au niveau de l'analyse de sang, le sodium est bon, mais au niveau intracellulaire, on est déshydraté et là, ça peut être très dangereux en fait. Et donc là, je me permets un parallèle peut-être un peu douteux avec la cétonémie qu'on peut prendre en journée. Et ce que tu disais, c'est que la cétonémie en journée ne reflète pas vraiment notre consommation de cétone, puisqu'on mesure aussi les cétones qu'on utilise avec le gras qu'on mange la journée, quoi. Donc, une cétonémie élevée à 6 à 16 heures, par exemple, si j'ai mangé à midi, ça ne veut pas dire que je produis beaucoup de cétones, ça veut juste dire que j'en ai en circulation, mais qu'elles ne sont pas forcément utilisées. Ça veut dire que tu as mangé très gras, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le sodium, en fait, ça m'a fait penser aussi à ça, que voilà, les analyses de sang, tout ce qu'il y a dans notre sang, ça ne reflète pas forcément ce qui est utilisé par nos cellules et nos organes, en fait. Ouais, Voilà. carrément. Et ce que tu as expliqué sur la différence entre sanguin et intracellulaire, c'est exactement ça. C'est ça parce que bon, je suis aide-soignante, donc souvent on nous dit oui, il faut faire boire les personnes âgées parce qu'elles sont déshydratées, alors il faut qu'elles boivent, qu'elles boivent, qu'elles boivent. Or, c'est pas ça en fait. Il ne faut pas qu'elles boivent beaucoup d'eau et qu'elles se surchargent en eau pour diluer encore plus le volume sanguin. Il faut apporter des minéraux, des électrolytes, du sel en fait.
et pas du sucre. Quelqu'un qui fait un malaise répète que du thé et du sucre. Et l'hypoglycémie, parce que j'ai une tension basse, alors ça n'a absolument rien à voir en fait, hein. À la limite, le sucre va provoquer une rétention d'eau et donc ça peut refaire remonter un peu une tension. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en fait quand on est en céto. Donc voilà, il faut arrêter de donner du sucre et du sucré ou resucrer les gens quand ils tombent dans les pommes parce que la tension, ça n'a rien à voir avec le sucre en fait. C'est le sel à chaque fois. Voilà. Enfin, c'est pas en tout cas comme ça qu'on la régule, quoi. Mais bon. J'ai une question qui nous a été posée avant par email. Johanna, quelqu'un qui fait du régime cétogène depuis une semaine, qui a quelques kilos de plus, mais pas trop, à peu près 50 ans, et le niveau céto ne monte pas plus que 0,4, 0,5, 0,6. Et il se demande combien de gras ou combien de huile MCT est-ce que je dois prendre, et est-ce que je dois calculer mes calories ou mes carbohydrates ou comment je fais. En fait, cette personne, elle nous demande pourquoi sa cétonémie est basse, c'est ça? Oui. Ça pourrait être une infinité de choses, mais effectivement, je pense que quand on vient de commencer, si la cétonémie est basse comme ça, c'est qu'au niveau de la diète, c'est pas très carré. Soit cette personne, elle prend effectivement trop de glucides, ce qui est l'hypothèse la plus facile, soit elle prend pas assez de gras, soit les deux, ou alors elle n'est pas très patiente parce que bon, une semaine, c'est pas très long. Et combien de gras est-ce que tu conseilles en général? Alors, moi, comment dire, je suis pas très connue pour voilà. Moi, je conseille beaucoup de gras en phase d'adaptation, même si je suis pas populaire pour ça. Mais je pense que c'est la meilleure façon. Et donc, si on commence et qu'on arrive à bien digérer, il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 100 grammes de matière grasse ajoutée par jour. Ajouter beurre, huile, machin. Et essayer de monter progressivement jusqu'à 200 pour voir se stabiliser ces taux. Je considère pas qu'il faille faire ça toute la vie, mais je pense qu'en phase d'adaptation, c'est une bonne chose. Et je dirais que il faut pas être en phase d'adaptation, il faut jamais être en dessous de 120, 130 grammes de matière grasse ajoutée parce que, à part si on a un métabolisme super, ça va être compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord et je vois souvent que les gens qui commencent l'adaptation, ils enlèvent les glucides ou les carbohydrates et ils oublient de remettre du gras et puis là, ils n'ont plus d'énergie. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Ou ils peuvent en avoir au début parce que ils sont tout contents, parce qu'ils perdent du poids, parce qu'il y a une sorte aussi d'énergie qui vient parce qu'on a enlevé les glucides. Hein. Le problème, c'est que c'est... Bon, après, je veux pas trop en parler parce que je sais que je vous saoule à dire tout le temps ça. Donc voilà, mais le problème, c'est que c'est vraiment grave pour le métabolisme de faire ça parce que c'est-à-dire que vous enlevez les glucides, mais que vous donnez rien ou pas assez en échange. Donc votre corps, ça va bien fonctionner un petit temps et très vite, il n'y a plus rien qui va marcher. Voilà. Je ne développe pas plus parce que je sais que je vous saoule déjà. Et il y a Olivia qui lève la main. Est-ce qu'en général, tu penses que c'est bien de compter ces macros et de les noter jour par jour ou ce n'est pas nécessaire? Moi, je pense que si vous n'avez pas pris de coaching pour commencer, c'est quand même pas mal de faire ces macros au début. Ouais. Parce que ce n'est pas intuitif, on n'est pas habitué de faire ça. On n'est pas habitué de manger comme ça, on ne se rend pas compte ce que c'est 20 grammes de glucides. Donc, je pense qu'au départ, quand même, ça aide. Et les glucides, par exemple, on dit oui, on peut prendre les fruits, mais on met du huile MCT ou de la crème. Est-ce que ça, c'est correct? Moi, je pense que ça passe pour certaines personnes et elles ne sont pas bien nombreuses, mais ça passe pour certaines personnes. Hein. Mais c'est vrai qu'elles ne font pas légion, quoi. Ouais. En tout cas, je pense que ça passe très bien pour les personnes sportives ou celles qui sont en cétogène depuis un moment.
Mais, quand vous êtes là en phase d'adaptation, il ne faut pas vous amuser à faire des bols de myrtille. Même si vous ajoutez un peu density dessus, ça ne va pas vous aider en phase d'adaptation, quoi. On va regarder. Mélanie, bonjour. Tu avais une question. Est-ce que tu peux mettre ton micro et si tu as ton caméra, ça sera bien. Alors, malheureusement, je n'ai pas la caméra, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Juste une petite remarque pour la cétose, parce que, bon, moi, je suis en cétogène depuis 2 ans, et je prends plus ma cétonomie de manière quotidienne, etc. Mais de temps en temps, je m'amuse parce que je fais moi-même mes expérimentations aussi, et du coup, je m'amuse à prendre ma cétonomie. Et en général, ça va très bien, mais juste, il y a plein de choses aussi qui impactent la cétose, et je pense, Joanne, tu vas être d'accord avec moi, ça peut aussi dépendre du sommeil, de l'activité physique, de plein de choses. Moi, je sais que quand, par exemple, ça m'est arrivé de prendre ma cétonomie après avoir passé une nuit où j'ai vraiment pas bien dormi du tout parce que j'étais malade ou que sais-je, j'ai un taux de cétone, c'est merdique, excusez-moi l'expression. Pareil. Ouais, voilà, pareil. donc en fait, c'est bien, c'est un bon indicateur et ça peut être utile, surtout quand on démarre pour, entre guillemets, se rassurer. Mais au final, c'est qu'un indicateur, quoi. C'est pas non plus là-dessus qu'il faut se focaliser. Je répondais surtout à la personne qui s'inquiétait de cétose. Moi, parfois, j'ai 0,3. Il suffit que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé une nuit complètement pourrie. Je suis normalement, d'après le lecteur, je suis sortie de cétose. Pour autant, ça ne m'empêche pas de, malgré tout, à mon corps de continuer à brûler du gras, quoi. On va dire c'est comme ça. Non, mais en plus, c'est très volatile, la cétonémie. C'est très volatile, beaucoup plus que la glycémie. Le moindre truc, la petite inflammation, votre corps qui se bat contre un petit virus ou un truc, une mauvaise nuit, une glycémie déréglée pendant la nuit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y retourner rapidement. C'est ça. Et c'est une valeur. Et les valeurs, il faut toujours les regarder sur le long terme, sur 1 mois, sur 2 mois, et pas à la loupe, à la journée. Parce que c'est toujours quand on regarde juste à la loupe qu'on on se fait une idée fausse, parce qu'on essaye de comprendre un truc qui ne se comprend que dans la durée, quoi. Oui, c'est comme, je vais faire un parallèle aussi assez rapide et après je laisse la parole, promis, mais c'est comme se peser tous les jours en fait. Du jour au lendemain, vous allez pouvoir prendre 1,5 kg, c'est pas pour ça qu'on prend 1,5 kg en une nuit en fait, ça n'existe pas. Bon. Je suis d'accord. Voilà, je laisse la parole. Merci Mélanie. Olivia, bonjour. Olivia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as une vidéo aussi? Oui, je suis là. Eh bien, tout d'abord, oui, tout d'abord, nous vous remercions beaucoup de tout ce que vous faites et surtout à Joanne, que je suis depuis fort longtemps par YouTube. Joanne, s'il te plaît, je peux te tutoyer parce que je te suis tellement de près, mais seulement, cétose, ce n'est pas évident. J'entends dire qu'il y a cétose C1, il y a cétose 1.1, le céto 3.1, céto, oui. J'entends dire que le gras, il ne faut pas trop augmenter. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il faut manger son taux de protéines. Et on a dit aussi que s'il n'y a pas assez, comme c'est la protéine qui construit le muscle, c'est embêtant, il y en a que leurs cheveux tombent. Et pour ce qui est de ma part, moi, j'ai du mal à jongler entre le gras et le protéine qu'il faut. Un coup, je vois bien mon corps. Un coup, ça prend, un coup, ça descend. Je sais à quoi l'insuline, il est sensible à moi. Qu'est-ce que tu en penses si on ne veut pas augmenter 200 grammes de gras comme toi, tu le conseilles? Je pense qu'il faut partir de là où on est, c'est-à-dire partir de ce que tu consommes actuellement. Donc, il faut déjà le savoir. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Admettons qu'aujourd'hui, tu aies des taux sanguins qui ne soient pas très stabilisés, tu veux améliorer ton adaptation. Eh bien, tu vas graduellement augmenter, c'est-à-dire que tu vas passer ton gras à 140 par exemple, ou 150, observer tes taux. Et puis augmenter un petit peu, 160, et puis tu vas t'arrêter là où tes taux se stabilisent et toi tu te sens bien, et si ça se trouve c'est 170, si ça se trouve c'est 220.
Et en fait, il faut juste être dans l'observation. Il va y avoir un moment où tu vas sentir, ah oui, en fait, là, mes taux, ils sont pas mal. Et moi, je me sens bien. Moi, j'ai de l'énergie pour faire mes trucs, je dors bien, mon corps, il va bien, ma peau, elle va bien, mes cheveux, ils vont bien. C'est ma zone de croisière ici. Et ça met du temps à la connaître. D'accord. Moi, c'est ce que je fais pendant mon suivi d'un mois avec les gens. Je les fais monter jusqu'à l'endroit où ils sont bien. Et c'est pas toujours 200. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir, Olivia, merci pour ta question. On va lentement, il y a à peu près 1 heure, on va lentement regarder s'il y a d'autres questions importantes, s'il vous plaît. Montez la main. Sinon, je vais lentement finir avec mes questions toujours. J'ai encore 2 questions, Johanna, pour te demander. Est-ce qu'il y a pour toi, en 1 ou 2 minutes, quels sont les do's et don'ts, les choses à faire et à ne pas faire le plus important? En général ou en phase d'adaptation? En phase d'adaptation cétogène. Alors, en 12, en affaires, je pense que voilà, c'est bien de regarder son alimentation. C'est une diète, donc c'est ce qu'on fait naturellement. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, comme on disait tout à l'heure, regarder l'hydratation, les minéraux. Et donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment le truc que tout le monde oublie et que je pense qu'il faut penser à faire. Il faut vraiment se reposer. Il faut vraiment se concentrer sur le stress et la qualité de sa vie, la qualité de son sommeil, la qualité de son mode de vie. C'est souvent la phase d'adaptation, c'est un moment où en fait on est devant des blocages qui font qu'on se remet en question et qu'on peut voir apparaître les trucs qui posent problème dans nos vies. Moi, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'au niveau du sommeil, c'était pourri. Il y avait tout à faire. Et donc, voilà. Et en don'ts, je dirais qu'en phase d'adaptation, même si vous avez tous vu ça ailleurs, moi, je vais vous dire inverse, mais ne jeûnez pas en phase d'adaptation. Ne faites pas de jeûne intermittent. Ne faites pas de jeûne long pour aller plus vite en cétose. Vous pourrez faire du jeûne intermittent toute votre vie après parce que votre métabolisme il sera prêt pour ça. Mais le moment de la phase d'adaptation, c'est juste pas le moment. Donc, faites pas ça. C'est idiot. Voilà. Merci. Il y a encore 2 questions qui arrivent dans le chat. Comment sait-on si on est céto-adapté? Ah oui, c'est pas une petite question. Non, ce n'est pas une petite question. Quand on veut mesurer son adaptation, il y a des trucs objectifs et des trucs subjectifs. Les trucs objectifs, c'est les taux sanguins, la stabilité de la glycémie sur le long terme, la stabilité de la cétonémie, les choses comme l'acide urique qui sont en train de se réguler, le ratio cholestérol-triglycérides, ça, c'est des trucs sur le papier qu'on peut mesurer et qui peuvent nous dire oui ou non. Et après, il y a toutes les choses subjectives et on ne se réveille pas du jour au lendemain, on ne se réveille pas un matin en se disant hop, 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 ça y est, je suis adaptée, je le sais. C'est graduellement qu'on voit les choses se mettre en route. Je pense que la première chose, c'est évidemment l'énergie, mais il y a le sommeil qui s'améliore, la digestion qui s'améliore. Si on a des problèmes métaboliques, peu à peu, ça peut se résorber. Les gens, là, je veux dire le plus évident, la résistance à l'insuline, avec le temps, elle est en train de se balancer. Il y a quoi? En plus, vous les savez mieux que moi dans le chat. Moi, là, je dois les retrouver. Mais en fait, c'est la convergence de tout ça qui fait que peu à peu, en fait, on se sent que le métabolisme est en train de basculer, en fait. Et on est de moins en moins catabolique, on a de moins en moins de coups de barre, on dort bien, on a de l'énergie, l'humeur, elle est stable. Et ça va par palier. C'est-à-dire qu'à chaque bloc, je dirais, de 2-3 mois, on sent qu'il y a des trucs qui sont en train d'être acquis et de s'améliorer encore. Donc, ça se sait, mais sur le long terme. Oui. Il y a encore une question en KitKat. Est-ce que tu es toujours là? Oui, je la vois. KitKat Pro. KitKat. Bonjour KitKat. Ça se cache pour manger des... Oh, désolé, c'était tellement mauvais. KitKat, est-ce que tu nous entends parce que tu avais encore une question?
Non, mais il y a encore une question de Olivia. Olivia, est-ce que tu peux mettre ton micro? Tout à fait. Eh bien, merci de me l'avoir accordé. J'aimerais savoir, vu qu'on vous a en ligne, pourquoi le collagène, le Ceto Perfect non, le collagène de Perfect Keto. Oui, mais pourquoi il y a érythritol dedans? Moi, je préfère, voilà, s'il peut ne pas nous mettre de stevia, parce qu'il y en a le matin, des gens comme moi, je ne suis pas sucrée, je ne suis pas quelqu'un de sucre. Ça serait très bien, vu que je vous ai en ligne, je profite bien de vos huiles, et le jaune, le rouge et tout ça. Mais pourquoi le keto parfait, il faut mettre du érythritol? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Non, Johanna, je sais. Alors, Perfect Keto, là, dans l'assistance, est-ce que quelqu'un pourrait m'amener le CEO, qu'on discute un peu de la composition de... Alors, Olivia, je vais t'expliquer. Il y a deux choses. D'abord, l'érythritol au niveau d'édulcorants, c'est bien si on est en céto parce que c'est un index glycémique à 0, ce qui est bien. Au niveau de produits américains, les Américains, ils ont un goût beaucoup, beaucoup plus sucré. Et c'est pour cela que tous les produits, s'ils sont des produits céto, mais aussi des produits génériques, sont toujours beaucoup plus sucrés. C'est pour ça que chez McDonald's, mais aussi chez Starbucks, etc., c'est du sucre, du sucre, du sucre. C'est-à-dire, Perfect Keto, c'est une marque américaine. Et ça se sent à leur poudre NCT, hein. Elle est très sucrée. Hein. Oui, et pour vendre le produit aux États-Unis, il est nécessaire d'avoir un niveau de sweetness, de douceur, que pour nous, les Européens, en général, est déjà sucré. Alors, et pour Perfect Keto, nous, on aime bien les produits parce que ce sont une des meilleurs produits des États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus au niveau de goût. Le goût européen, en général, est beaucoup moins sucré. C'est pour ça qu'avec nos marques GoKeto, on essaye de baisser les taux d'érythritol, les taux d'édulcorants. Parce qu'en fait, en général, moi, je trouve on peut s'habituer à avoir un goût moins sucré au lieu de mettre d'érythritol, de stevia dans tous les produits. Et moi, je suis d'accord avec Olivia dans le sens que pour certaines personnes, l'érythritol bloque l'adaptation. Et ça va Merci beaucoup, Joanne. Je suis d'accord. On aimerait, et c'est pour ça que moi aussi j'aime bien certains produits Perfect Keto pour plein de raisons, mais je préfère un collagène nature que si moi je vais rajouter quelque chose, de la stevia ou machin, si j'ai envie. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des versions où il n'y a pas, parce que ça ne va pas pour tout le monde, l'érythritol. Moi perso, je sais, dès que j'en mange, excusez-moi, mais au niveau digestif, ça ne se passe pas. Je le paye, exactement, pour moi. Merci. Alors, j'ai bien entendu, Olivia, Johanna, on va essayer de trouver un collagène sans érythritol. Un keto. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien la poudre MCT GoKeto, parce que l'autre, aromatisée, elle est cool, on peut l'utiliser dans certaines façons, mais elle est vraiment très sucrée. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de fibres d'acacia dedans, en fait, elle peut irriter l'intestin pour certaines personnes. Alors que la nature, elle passe pour moi très bien, quoi. Ouais. Demander quelque chose à Ben. J'achète ça, moi, j'ai acheté ça. Tu connais, hein. Et comme j'avais des doutes, j'ai fait des tests, des cinétiques de glycémie, et ça me fait augmenter ma glycémie de 10 unités pendant 1 heure, 1 heure et demie. Après, elle redescend assez vite. Et je suis comme KitKat, là, moi j'aimerais bien avoir ce produit-là, mais moins sucré, parce que je me suis habitué à manger, depuis 4 ans, je mange sans sucre. Et donc... c'est laquelle, Philippe? Parce que je la vois pas. Celle-là, c'est la hazelnut, c'est-à-dire la noisette.
Noisette, attends. D'accord. Tu Ok. la vois? Oui, je la vois. Ok, Bon. c'est la. Et puis, il y en a une que j'aimais bien, c'est le caramel salé, vous ne la faites plus? Le caramel salé, oui. Ben, le problème là, c'est que Perfect Keto, ils utilisent un édulcorant qui s'appelle, de plus en plus de leurs produits, ils utilisent des édulcorants qui ne sont pas permis sur le marché européen, c'est-à-dire ils utilisent de l'allulose et du monk fruit. Et ça sont deux produits qui, pour le moment, ne sont pas autorisés sur le marché européen. C'est-à-dire, il y a à peu près 30% des produits Perfect Keto qui ne sont pas permis à vendre sur le marché européen. À cause de soit de l'allulose, soit de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Johan, en français, monk fruit. Le fruit du moine. OK. Mais après, il se peut, Philippe, que dans ta barre, il y ait quelque chose qui ne soit autorisé en keto, mais qui, à toi, te provoque une réponse d'histamine. Par exemple, un truc qui pourrait être inoffensif pour quelqu'un d'autre, mais à toi, ça fait... Donc, il faut essayer que tu regardes un peu la composition et peut-être à tes sensibilités allergènes et autres. Ça peut être autre chose que... l'érythritol, hein. Il y a de l'érythritol, hein, le polyol qui est... Oui, ça peut être l'érythritol, mais parfois, normalement, dans des quantités comme il y a dans ces barres-là, ce n'est pas des grosses quantités, ce n'est pas des quantités qui font qu'il va y avoir une forte réponse de glycémie. C'est pour ça que je suis étonnée et que je me demande s'il n'y a pas autre chose, en fait. Ça grimpe vite, mais ça en descend vite. Hein. Là, l'érythritol, dans une barre, il y en a... là, c'est écrit tellement petit. Il n'y en a pas beaucoup pour faire... Il y en a très peu. Il y en a 11 grammes quand même. Non, c'est moins, ça, c'est par 100 grammes. Regardez, à polyol. Ouais. Non, mais je vois que Johanna, ça peut être l'érythritol, mais ça peut bien sûr être aussi autre chose. 5,3 grammes d'érythritol par barre. Oui, mais ça peut être aussi de la noisette, par exemple. Exactement. Ah, peut-être, oui. Ils peuvent provoquer des réponses d'histamine fortes, et ça fera des montées de glycémie plus violentes qu'un peu d'érythritol qui, en plus, ça pourrait faire monter, mais doucement, tu vois. Si tu as un pic... Il faudrait essayer les produits un par un, quoi. Tester les produits un par un, mais ça bouffe ça bouffe des bandelettes. Hein. Ouais, mais c'est quand même important que tu le saches, en fait, parce que si tu as une réponse à la noisette, tu as envie de le savoir, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, maintenant, j'ai envie de le savoir, oui. Parce qu'autant l'amande, ça ne me fait rien, ça, j'en suis sûr, je l'ai testé. Mais la noisette et la noix, je n'ai pas testé. Bon. Comme ça dépend, comme vous dites, chaque individu est différent. Il y a toujours, Philippe, quelque chose à découvrir. Alors, oui, ça me passionne, moi. Okay. Alors, j'ai encore une dernière question de Wildcat, Catherine. Est-ce que tu avais encore une question? Oui, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que on parle de ratio de protéines par repas, mais le problème, c'est que si j'ai pas faim, j'ai déjà testé et que je me force à manger quand même un repas, ma glycémie, elle explose, quoi. C'est vraiment... tu vois, donc, de ne pas faire de jeûne intermittent quand on est en phase d'adaptation, le problème, c'est que est-ce qu'on se force à manger quand même? Ou parce que moi, je n'ai pas faim du tout. Mais comme je prends des boissons grasses entre les repas, je fais 4 repas par jour à peu près, donc voire 2 à la limite, si vraiment j'ai fait du sport ou quoi. Est-ce qu'il vaut mieux diminuer les boissons grasses et essayer de voir si la faim arrive et manger ou rester comme ça? Tu n'es pas en phase d'adaptation, Catherine. Ça fait 4 ans que je suis en phase d'adaptation. Mais non, t'es comme Nora. Non, je ne suis pas adaptée, Si, bien sûr que tu es adaptée. C'est juste, tu n'es peut-être pas au degré que toi, tu aimerais. Parce que tu regardes peut-être des gens qui ont des niveaux d'exigence importants. Je suis européenne. mais tu vois, mais pour répondre à ta question, franchement, si tu n'as pas faim, il ne faut pas manger. Je pense que si tu étais en phase d'adaptation, justement, je te dirais, ah oui, mais c'est parce que tu digères pas bien le gras, donc ton système digestif, il est lent, et machin, et tu n'as pas faim. Mais ce n'est pas ton cas. Donc,
si tu n'as pas faim, tu peux suivre tes signaux de faim. Parce que je pense qu'ils sont fiables à l'heure où on parle. Bah oui, parce qu'en fait, je me fais des boissons chaudes parce que j'ai soif et du coup, à chaque fois, je mets de l'huile MCT. D'ailleurs, j'ai investi, enfin, j'ai découvert l'huile C8 parce que je me suis dit peut-être la C8, elle est plus, je la digère mieux en fait que l'huile MCT, de chez Go Keto. Et du coup, celle-là, j'ai pas mal au ventre, rien du tout, il n'y a pas de problème. Donc, je la mélange. Alors, j'ai essayé je la mélange normalement toujours avec soit de la graisse du saindoux, ouais, carrément, dans mon café. J'y vais comme ça. Ou alors, mais je trouve que c'est mieux que le beurre, parce que j'en ai marre du goût. Au bout d'un moment, le gras, il a un goût, et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, au bout d'un moment, je ne supporte plus, il faut que je change, quoi. Et j'ai essayé Pure, et Pure, elle passe aussi nickel. Donc, je me suis dit, peut-être que je prends trop d'huile MCT dans toutes mes boissons, et que du coup, ça me coupe vraiment trop l'appétit, et ça m'empêche de me nourrir de manière plus Peut-être, optimale. mais essaye, fais le test, enlève tes boissons grasses, parce que je pense que dans le fond, maintenant, tu n'en as peut-être plus non plus la même utilité depuis le temps que tu fais cette diète. Donc, tu peux maintenant t'en libérer, tu vois. Moi, j'en prends pas tout le temps. Il y a des jours où j'en ai même pas, tu vois. Et essaye de voir ce que ça change pour ton appétit. Est-ce que ça donne un autre rythme, tu vois. D'accord. Et j'ai juste encore une petite remarque pour Ben. C'est bizarre, enfin, je trouve ça bizarre que les produits à base d'allulose soient. Enfin, je ne pensais pas qu'ils étaient interdits à la vente parce que moi, de l'allulose, j'en commande. Je prends de l'allulose une autre sorte de sucre aussi qui est dérivé du glucose. Je sais, on le trouve sur le marché, mais officiellement, ils sont interdits. Officiellement, c'est non. D'accord. Okay. C'est comme on trouve beaucoup de BHB, ce sont des kétones exogènes, mais aussi ça, c'est illégal. Et en plus, c'est nul. Ouais, mais c'est étonnant en plus, ouais. Mais je trouve ça dommage parce que la lulose, il y a plein d'études, parce que je m'étais renseignée, et qui aident vraiment à réguler la glycémie pour les diabétiques, par exemple. Et le déribose, c'est du déribose que j'ai découvert et que je prends aussi, et qui est bien aussi. Et je trouve ça vraiment, surtout pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique et des mitochondries qui ne fonctionnent pas bien. Et je trouve ça dommage de mettre de l'erythritol ou des... Et le Montfruit, je suis vraiment très étonnée. Je crois que la lulose, c'est prévu pour l'année prochaine, que ce soit, il me semble, un truc comme ça. Écoute, Catherine, ça n'a rien à voir avec notre santé ou quoi que ce soit. Il y a un lobby en Europe pour tout ce qui est le sucre. Ils ont mis 15 ans ou plus pour permettre le stevia. Ils ne vont pas permettre l'allulose en un an. Ils vont essayer tout pour que ça soit le plus lent possible. Même si je suis tout à fait d'accord, il y a des études et tout ça, et puis c'est déjà un produit qui est sur le marché depuis des années. Tu as tout à fait raison, mais c'est juste qu'au niveau de la loi européenne, il y a des autres intérêts, disons. Oui, je trouve ça toujours autant dommage parce que c'est vraiment des produits qui sont bien. Voilà, le erythritol, moi, ça me fait un effet bizarre. Mais voilà, le jour où il y a de la lulose, oui, là, je me jetterais peut-être un peu trop dessus sur les barres. Mais... moi, j'aimerais bien parce que moi, je trouve ça dommage qu'il y a il y a des produits de Perfect Keto qui étaient bien aimés par nos clients que maintenant, on ne peut plus vendre. Mais je peux pas ir dans l'illégalité. Oui, c'est sûr. Ouais. Merci. Alors, Johanna, encore une question. Quel est ton produit favori? C'est toujours ma dernière question. C'est dur. En produit ou en complément alimentaire? Les deux, comme tu veux. Si tu devrais conseiller un produit. Franchement, moi, tout ce qui est poudre et crème MCT, j'aime beaucoup. Même si je sais que c'est pas, malheureusement, tout le monde ne les digère pas, mais moi, c'est quelque chose qui, au quotidien, m'aide énormément, que j'aime beaucoup. Ouais. Alors, à tout le monde, est-ce que Johanna, tu veux encore dire quelque chose avant de...
terminer, de finir? Merci. Merci de m'avoir invité. Et puis merci à toutes les personnes qui sont là. C'est super de voir vos noms, votre tête. C'est super. Merci. De toute façon, on va vous envoyer le replay après. Si vous voulez encore regarder cet après-midi. Votre feedback aussi, je vais essayer de faire des webinaires, je vais essayer de faire tous les 15 jours avec des invités. J'espère d'avoir Johanna de temps en temps. J'aimerais bien l'avoir tous les 15 jours, mais ça c'est un peu beaucoup. Mais toutefois, de temps en temps, mais aussi d'inviter les autres personnes. Si vous avez des feedbacks, ce qui était bien, ce qui était à améliorer, s'il vous plaît, dites-le nous. Et puis, de la part de Johanna et moi, nous avons bien aimé de faire ça. Et merci bien d'avoir passé votre après-midi un peu avec nous. Et puis, j'espère à bientôt sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom. Et moi, je voulais vous remercier. Je voulais vraiment remercier Romy, Ben et Armen, parce que c'est très rare de trouver des équipes comme ça où en fait c'est agréable de travailler, qu'on ne se sent pas juste quelqu'un qui est là pour parler des produits. Moi, j'adore bosser avec Romy. J'ai adoré bosser avec Armen quand j'étais avec lui. C'est trop bien de faire les Q&A comme ça avec Ben. Et voilà, je suis vraiment contente. Alors, merci. Bisous tout le monde. Johanna, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.